Aujourd'hui, pas de temps à perdre avec une intro pour présenter cette vidéo. Je sais que vous êtes tous beaucoup trop impatients d'en savoir plus sur le monde du futur MMORPG de Riot, et avec le continent de Shurima, on a beaucoup de choses à découvrir. Pour bien comprendre les enjeux de chacune des régions de ce continent, je ferai par moments un petit point sur le lore des champions, histoire que personne ne soit perdu. Mais avant de commencer, je voulais juste vous informer que si vous voulez me soutenir dans ma création de contenu et m'aider à continuer de vous proposer du contenu de qualité, j'ai récemment ouvert une page Patreon. Tous les contributeurs gagneront accès à la galerie d'images que j'utilise dans mes montages, ainsi qu'une mention spéciale dans chacune de mes vidéos. Merci d'ailleurs à White et Phonovore d'être mes premiers contributeurs, vous êtes géniaux. Il existe aussi une option pour avoir la possibilité d'assister aux coulisses du montage, et différentes options pour réserver du coaching sur LoL pour ceux qui veulent. Voilà, passons maintenant à l'exploration de Shurima. À ce jour, il y a 4 régions qui composent ce continent: Ixtal, Shurima, Ikatia et Targon. Chacune de ces régions a un paysage totalement différent, et je pense que ce seront des zones réservées à du moyen à haut level dans le MMO, vu les dangers qui y rôdent. Il est également possible que Riot prévoie de sortir certaines de ces régions sous la forme d'extensions. Commençons donc avec celle qui est probablement la moins connue de toutes, Ixtal. Ixtal est une mystérieuse nation indépendante, cachée du reste du monde au fin fond d'une jungle luxuriante à l'est du continent de Shurima. Le peuple et la culture Ixtali sont orientés autour de la maîtrise des éléments: l'eau, l'air, le feu, la terre, le magnétisme, etc. Et leur compréhension avancée de la magie élémentaire leur a permis d'utiliser leur environnement à leur avantage pour créer un réseau d'archéologie à travers la jungle. Une archéologie, c'est un mélange d'architecture et d'écologie, donc en gros, des villes en osmose totale avec la jungle. L'ensemble de ces archéologies forment ce que l'on appelle Ixaocan. Et c'est de là que vient Qiyana, ainsi que Milio, le prochain champion que Riot a prévu de sortir sur LoL. Parmi les archéologies d'Ixaocan, on peut notamment retrouver l'archéologie du magma dans les montagnes, où travaillent des maîtres de la terre, du feu et du magnétisme pour extraire des métaux précieux qui leur servent dans leur construction et leur craft. Il y a de bonnes chances que dans le MMO, on puisse y trouver des armes et armures spécifiques de ce territoire, ainsi que des forges pour enchanter nos items. Il y a également l'archéologie de l'eau, où les mages élémentaires façonnent la terre et la végétation, permettant le développement de plantes rares qui servent à la création de potions par les alchimistes. À l'archéologie centrale se trouve le Vidalion, un artefact directement relié à l'essence magique du monde et avec lequel les plus grands maîtres élémentaires d'Ixtal fusionnent matière et magie pour créer des tenues spéciales permettant une maîtrise encore plus poussée des éléments. Dans le lore, il faut parfois des dizaines d'années d'études avant de pouvoir faire partie de ces maîtres, appelés les Yuntal. Et encore, une bonne partie des apprentis échouent leur épreuve rituelle. Les Ixtali sont installés dans cette région depuis des millénaires. D'ailleurs, Zilean y a étudié auprès de leurs érudits les plus respectés avant la destruction d'Ikatia. Ils ont autrefois fait partie de l'empire de Shurima, mais depuis les différents conflits cataclysmiques qui ont ravagé Runeterra, que ce soit l'arrivée du néant, les Darkin ou les guerres runiques, les Ixtali utilisent leur magie pour se séparer du monde extérieur et empêcher quiconque de pénétrer sur leur territoire. Parmi ces intrus, on retrouve des marchands de Piltover qui tentent de construire des mines à travers la jungle et se servent en gros de tanks pour s'y frayer un chemin. Qiyana, quant à elle, a commencé à prendre les choses en main et s'attaque aux mineurs qui défigurent sa jungle. J'imagine donc qu'il y aura une guerre de territoire entre les Piltoviens et les Ixtali dans cette région. Mais même sans parler des Ixtali, la jungle elle-même est très dangereuse. Entre les plantes carnivores et les bêtes sauvages, même Noxus a depuis longtemps abandonné l'idée d'y installer des avant-postes pour l'expansion de leur empire. Même si certains chasseurs de monstres s'y aventurent encore pour tenter de capturer des bêtes qui seront utilisées dans les arènes de Noxus. Dans cette jungle sauvage, on pourra donc retrouver des basilisques, comme ceux utilisés par l'armée noxienne, mais en plus gros, plus sauvages et plus dangereux. Il y a aussi des dragons. D'ailleurs, les dragons élémentaires qu'on retrouve dans LoL viennent en fait de Ixtal. Ils ont un éclat élémentaire de terre, feu, air ou eau greffé à leur cœur qui leur confère leur pouvoir. Apparemment, seules les femelles ont cet éclat élémentaire, et du coup, le dragon ancestral serait donc un mâle. Il y a aussi des troupeaux de fauves, comme celui dirigé par Nidalee, des créatures du néant comme Kha'Zix, et la tribu des chasseurs de Kilash, d'où vient Rengar. Entre les chasseurs de Kilash et les chasseurs de la cité-état de Nazuma, je pense qu'on aura le droit à de bonnes quêtes du genre Monster Hunter à travers Shurima. Et bien sûr, il reste Zyra, ou Zyra, comme vous voulez pour la prononciation.
C'est un être assez particulier, comme si la forêt avait pris forme humaine par magie. Elle reste connectée à toutes les plantes qu'elle fait pousser comme un réseau empoisonné, et à elle seule, elle détruit des villages entiers pour les remplacer par son jardin mortel. Je pense qu'il y a de très fortes chances qu'il y ait un donjon sylvestre qui nous permettra de l'affronter et trouver des plantes rares pour le craft d'élixirs en tout genre. En tout cas, visuellement, Ixtal va être une région très sympa, et j'ai hâte de la sortie du prochain champion pour avoir plus d'informations dessus. Passons maintenant à la région appelée Shurima sur la map, qui correspond au territoire de l'ancien empire qui s'est effondré il y a 3000 ans. Actuellement, cette région c'est un peu le bazar. Bon, en vrai, c'est beaucoup le bazar, mais je vais quand même faire de mon mieux pour parler de tout ce qui s'y trouve. Depuis l'implosion de l'Empire, Shurima est devenu un grand espace de désert aride comparable au Sahara. Certaines villes ont pu se développer au niveau des oasis ou près des côtes, mais il n'y a pas de gouvernement en particulier. Chaque cité reste indépendante. Il y a par exemple au nord du territoire Nashramae, qui essaye de conserver les traditions de l'ancien empire et vénère encore aujourd'hui les transfigurés comme divinités. Il y a également Belzoun, qui fait en fait partie de l'empire de Noxus, même s'il se rebelle un petit peu. On retrouve dans ces villes énormément de marchands et chasseurs de trésors. Oui, vu qu'il y a énormément de ruines à travers Shurima, renfermant parfois des artefacts magiques très puissants, chasseur de trésors est un métier très réel pour les habitants de Shurima. Pour le MMO, Riot peut rajouter autant de grottes, donjons, temples ou même cités perdues qu'ils veulent à travers cette zone pour nous permettre d'affronter les mobs très diversifiés qui s'y trouvent et obtenir du loot de qualité bien sûr. Il y a également beaucoup de tribus nomades qui survivent un peu comme ils peuvent. Certaines de ces tribus vivent sur ces gigantesques bêtes qui s'appellent des Dormoon, dans une espèce de relation symbiotique. Les humains prennent soin des Dormoon et se débarrassent de leurs éventuels parasites, et les Dormoon utilisent leurs sens cachés pour trouver des sources d'eau. Ces nomades utilisent tout un système de câblage et poulies pour pouvoir se déplacer sur le dos des Dormoon, et ont des tenues particulières pour leur permettre de s'y accrocher. Une autre tribu nomade qu'on retrouvera dans cette région est celle dont est originaire Thalia, qui ont leurs propres rites et coutumes. En plus de Thalia, plusieurs autres maîtres telluriques font partie de cette tribu, ce qui leur permet de rapidement traverser le désert. Peut-être qu'ils nous fileront un coup de main pour les déplacements. Après, il y a des tribus un peu moins sympas, comme les chasseurs des sables, qui sont des maraudeurs sans pitié qui utilisent des crocodiles géants pour chasser les pauvres vagabonds ou caravanes marchandes qui traversent le désert. Et quand je dis chasser, c'est vraiment au sens littéral. Une fois qu'ils ont capturé une caravane marchande, ils récupèrent leurs marchandises et donnent les marchands à manger à leurs crocodiles. Le chef de ces traqueurs se nomme Raz Crinière Sanglante, et son compagnon là, le crocodile à 3 têtes, c'est Makara. Mais bien sûr, depuis la résurrection de Azir, beaucoup de choses sont en train de changer à Shurima. Et je pense qu'avant de continuer, il faut que je fasse un petit topo sur le lore pour expliquer comment Azir est revenu à la vie et tout ce que ça a entraîné. Il y a 3000 ans, l'empereur Azir a voulu faire le rituel de l'ascension pour devenir le premier empereur transfiguré. Mais au moment d'utiliser l'immense pouvoir du disque solaire, son ami d'enfance, mais aussi esclave Xerath, l'a trahi. En fait, Xerath lui en voulait depuis des années de ne pas abolir l'esclavage à Shurima. Pas de chance, puisque Azir avait prévu de le faire au moment de la cérémonie de l'ascension. Mais Xerath s'est jeté dans les rayons solaires magiques du disque, causant une explosion qui a totalement désintégré Azir et la ville où il se trouvait. Xerath est alors devenu une entité d'énergie pure, extrêmement puissante et extrêmement dangereuse. Nasus et Renekton, les deux frères transfigurés, sont rapidement retournés à la capitale pour affronter Xerath. Mais il était trop fort. Dans un acte désespéré, Renekton s'est jeté sur Xerath pour que Nasus puisse les enfermer tous les deux dans un tombeau magique pour l'éternité. 3000 ans plus tard, on retrouve Cassiopéa qui s'est rendue dans les ruines de l'ancienne capitale de l'Empire en mission pour la Rose Noire de Noxus. Elle était accompagnée de la mercenaire Sivir et au moment de trouver le trésor qu'elle cherchait, Cassiopéa a poignardé Sivir dans le dos. Le sang de Sivir s'est répandu dans le sable et là, coïncidence cosmique de l'ordre du Deus Ex Machina, Sivir est en réalité une des descendantes de Azir. Et son sang, mêlé à la magie résiduelle du disque solaire, a permis la résurrection de l'empereur transfiguré, ainsi que l'ouverture du tombeau dans lequel étaient enfermés Xerath et Renekton. Azir remercie alors Sivir en soignant sa blessure, puis utilise sa magie pour faire renaître le disque solaire et l'ancienne ville en ruine sous le sable.
L'ancienne capitale est donc maintenant de retour, aussi resplendissante que jamais, et les habitants de Shurima se déplacent en masse pour venir y habiter et vénérer Azir, qu'ils voient comme un dieu et leur salut. Nasus, qui a passé les derniers 3000 ans en ermite dans sa bibliothèque au fond du désert, a ressenti la résurrection de Azir et, toujours fidèle à son empereur, a décidé de rejoindre sa cause. Mais Azir n'est pas le seul avec des fidèles. Au moment d'être libéré de son tombeau, Xerath s'est enfui des ruines pour recouvrer ses forces et préparer un plan pour détruire Azir une fois pour toutes, dans le but de prendre le contrôle de Shurima. Depuis, il regroupe des acolytes et construit une armée de mages. Dans l'histoire lignée, Xerath a même oblitéré la ville de Vekora où se cachait Sivir pour débarrasser le monde de la descendance de Azir. Heureusement, Thalia et Nasus ont pu aider Sivir à s'enfuir, mais Vekora n'est plus qu'un tas de ruines. Apparemment, il aurait également réussi à prendre le contrôle de l'ancien disque solaire de Nerimazet et il l'utilise pour faire subir le rituel de l'ascension à des bêtes féroces pour produire des baccailles sous ses ordres. L'immense lion cobra qu'on retrouve dans la cinématique de Xanthé et qu'il a mis des années à abattre fait notamment partie de ces baccailles. On a ensuite Renekton, qui a tout de même passé 3 millénaires enfermé avec Xerath à subir sa torture mentale. Aujourd'hui, il ne se souvient plus qui il était, autre que son nom. Xerath a réussi à corrompre son esprit et à lui faire croire que Nasus l'avait en fait trahi. Et maintenant, la seule chose que ressent Renekton est une haine féroce pour son frère. Et vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous parlais des chasseurs de sable et leurs crocodiles? Eh bien, Renekton a croisé chemin avec eux aux ruines de Vekora justement. Renekton cherchait à retrouver son frère Nasus pour le tuer, et l'ancien chef des chasseurs des sables, un Vastaya moitié lion qui s'appelait Sae-Surta, a voulu l'affronter. Bon, il s'est bien défendu, le lion, mais Renekton a fini par lui briser la nuque et le donner à bouffer à son propre crocodile, avant de nommer Raz Crinière Sanglante le nouveau chef de la tribu et repartir à la recherche de son frère. C'est possible que par la suite, ces chasseurs aient juré allégeance à Renekton. C'est ce que suggèrent les cartes de Legends of Runeterra en tout cas, mais ce n'est pas sûr. Bon, je vous propose maintenant de faire un rapide récap du bestiaire de Shurima. On va commencer avec les acolytes de Xerath. Pour citer directement une des cartes de Legends of Runeterra, tous les acolytes de Xerath avaient échangé une part de leur être contre sa puissance. Mais même les plus puissants d'entre eux n'étaient guère plus qu'une coquille vide qui servait à présent de conduit et de source de puissance pour leur nouvel empereur. Attendez-vous donc à retrouver tout un tas de ces monstres semi-éthérés prêts à vous électrifier au moindre geste. Ensuite, il y a les baccailles. Certains sont produits par Xerath, comme j'en ai parlé, mais d'autres datent du temps de l'ancien empire de Shurima. En fait, ce sont des êtres pour lesquels le rituel de l'ascension a échoué et les a transformés en ces créatures difformes. Du temps de l'ancien empire, ils étaient tués pour mettre fin à leur souffrance, mais certains ont réussi à s'échapper et survivre dans le désert depuis tout ce temps. Nasus essaye d'ailleurs de trouver un remède pour les soigner, tout comme il cherche à soigner son frère de la folie. J'imagine donc totalement un donjon caché dans le désert qui regrouperait les anciens baccailles. On pourrait avoir une quête qui nous envoie trouver un artefact mystique dans les ruines d'un temple, avant de se rendre compte qu'il y a en fait toute une civilisation déchue qui a élu domicile. Bref, beaucoup de potentiel pour ces monstres-là. Un autre groupe de monstres dont je n'ai pas encore parlé, mais qui vont être très présents à travers les zones désertiques de Shurima, sont les Xersailles. Les Xersailles sont des êtres originaires du néant qui ressemblent vaguement à des scarabées, et qui font en moyenne la taille d'un chien, mais qui peuvent parfois atteindre des dizaines de mètres de long. Ils occupent la zone de Saïkalik, et tous ceux qui tentent de traverser cette partie du désert doivent prendre énormément de précautions, comme s'accompagner de guides et apprendre à marcher d'une certaine façon pour éviter de faire des vibrations dans le sol qui permettent aux Xersailles de les détecter. La reine mère des Xersailles est évidemment Rek'Sai, qui fera un merveilleux boss de raid. Depuis son arrivée sur Runeterra, Rek'Sai creuse un réseau de tunnels à travers le désert, et son but, c'est de creuser un tunnel entre Runeterra et le néant. Elle utilise l'essence vitale de ses proies pour alimenter ce tunnel depuis des millénaires. Mais les Xersailles ne sont pas les seuls néantins à Shurima, loin de là. Depuis des années, Malzahar ouvre des portails vers le néant qui permettent de spawn des monstres et abominations en tout genre. Malzahar est vu par certains comme un prophète, et lui aussi il a des adorateurs et des fidèles prêts à se battre, mais surtout se sacrifier pour lui. Le village de Kassadin, mais surtout sa fille Kai'Sa, a été englouti par un des portails de Malzahar il y a plusieurs années.
Kai'Sa a réussi à survivre en utilisant la carcasse d'un néantin comme une armure, et depuis, elle entretient une relation symbiotique avec ce qu'elle appelle sa seconde peau. Et maintenant, elle s'en sert pour empêcher du mieux qu'elle peut la venue du néant à Runeterra. Kai'Sa est très présente à travers les cinématiques de Riot, donc je ne doute pas qu'on la retrouvera comme personnage important pour le MMO. Kassadin, lui, ne sait pas que sa fille a survécu, et a également dédié sa vie à détruire tout ce qui vient du néant. Ses armes et armures ont été amassées à travers le monde et modifiées pour être plus efficaces possible contre les néantins. Sa lame éthérée, par exemple, est une ancienne arme qui a appartenu à Orok, un mage transfiguré qui s'en servait pour refermer les failles du néant à Ikatia. Plus récemment, Malzahar a aussi entraîné la destruction de la ville de Belvet, pour permettre la naissance de l'être du néant, Belvet. En fait, quand elle est arrivée dans ce monde, Belvet et ses créatures ont entièrement absorbé la ville, ses habitants, leurs souvenirs et leur savoir. Et actuellement, Belvet est une des plus grandes menaces potentielles pour Runeterra. Je dis menace potentielle parce que, pour le moment, elle reste cachée dans son antre qu'elle appelle la mer de Lavande. Quand elle y a croisé Kai'Sa, elle lui a expliqué qu'elle voulait d'abord détruire les veilleurs, qui sont encore coincés dans le néant, avant d'absorber le reste du monde. Et pourquoi pas l'univers. Elle a laissé vivre Kai'Sa pour qu'elle puisse éventuellement trouver une arme ou une entité qui serait capable de détruire les veilleurs pour elle. Elle a d'ailleurs eu le même speech avec Kassadin. Clairement, la mer de Lavande sera une zone très haut level pour le MMO. Même si la ville de Belvet a été détruite, il reste quand même des survivants au massacre qui ont pu se créer des armes et armures à partir des cadavres des néantins, tout comme Kai'Sa et son symbiote. Et je pense que grâce à ce genre d'item, on pourra explorer la zone suivante sur ma liste. Ikatia. Commençons avec un petit rappel sur cette région. Il y a 3500 ans, Ikatia faisait partie de l'empire de Shurima, mais s'est rebellée pour obtenir l'indépendance. Shurima a donc envoyé son armée, accompagnée de l'Host des Transfigurés, pour les remettre à leur place. Sauf que Ikatia avait en leur possession un artefact magique qui a ouvert une énorme brèche entre le monde matériel et le néant. La ville et les deux armées ont été détruites, et il a fallu des années de combats acharnés entre les transfigurés et les abominations venues des profondeurs pour réussir à refermer la brèche. Mais évidemment, le mal était fait. La région est devenue totalement corrompue, et il reste encore des failles ouvertes d'où sont venus des néantins tels que Kog'Maw ou Shogat. Personne ne s'aventure là-bas. On ne sait pas non plus à quoi ressemble actuellement la région, si ce n'est quelques illustrations des failles vers le néant. Mais, il y a un mais. Et c'est là que je pense qu'il y a un énorme potentiel du côté de Riot. Zilean était là le jour de la bataille entre Shurima et Ikatia, et il a réussi à se protéger en s'enfermant dans une bulle temporelle. Depuis, il fouille l'espace-temps pour trouver un moyen de réparer l'erreur passée, et sauver Ikatia de la destruction. D'après sa carte de Legends of Runeterra, Zilean a établi au fil du temps un réseau de jeunes mages prometteurs provenant de différentes époques. Ils sont tous capables de terminer son travail si l'impensable venait à arriver. Il serait donc possible que grâce à Zilean et ses mages, on puisse être envoyé dans le passé pour découvrir Shurima du temps de l'âge d'or de l'Empire. Rencontrer Atrox ou Rast avant qu'ils ne soient des Darkin, ou même des Transfigurés. On pourrait également rencontrer Skarner et le reste des Braekurn avant qu'ils ne soient décimés par les Piltoviens. Mais surtout, on pourrait explorer Ikatia avant que ce ne soit une terre vide, calcinée et corrompue. Il y a tellement de potentiel à utiliser le voyage temporel ici, et j'espère sincèrement que Riot ne va pas laisser passer l'occasion. En plus, les guerriers d'Ikatia étaient vraiment puissants. Jax est le seul survivant de leur armée, encore vivant aujourd'hui grâce à son flambeau, la lumière d'Ikatia, et ça serait super cool de voir plus de soldats comme lui et en apprendre plus sur son peuple. Surtout qu'on ne sait même pas de quelle espèce il fait partie. Il y a bien une théorie qui dit que ce serait une espèce de troll des sables, mais rien ne nous le confirme. En tout cas, moi cette région me hype. Passons maintenant à Targon, la région montagneuse tout à l'ouest du continent. Cette région est l'épicentre de la magie cosmique de Runeterra. Des entités célestes représentées par des constellations dans le ciel ont tiré le mont Targon vers les cieux pour créer un pont entre Runeterra et le royaume céleste. Certaines de ces entités ont également pris des mortels pour avatar en leur insufflant une partie de leur volonté et leur pouvoir. C'est ce qu'on appelle les manifestations. Actuellement, on connaît la manifestation du soleil, de la lune, du crépuscule, du gardien et de la guerre. Enfin, techniquement, la manifestation de la guerre est morte,
et maintenant c'est juste Atreus à qui il reste des pouvoirs cosmiques résiduels. Mais j'en parle après. Du coup, ces manifestations sont quand même très rares, et je pense qu'on aura peu souvent l'occasion d'interagir avec. On retrouvera plutôt à Targon des tribus diverses et variées qui vénèrent les entités cosmiques de la région. Le plus proéminent de ces peuples étant le peuple des Racors, d'où viennent Léona, Diana et Atreus. Tous les trois viennent à la base de l'ordre des Solari, les adorateurs du soleil, mais aujourd'hui ils sont à l'origine de 3 factions différentes qu'on retrouvera certainement dans le MMO. D'abord, il y a les Solari, qui vénèrent le soleil telle une déesse, la source de toute vie, et toute leur culture est axée autour de son adoration, que ce soit les cours religieux, les festivals, ou même simplement leur façon de parler. A l'inverse, l'obscurité de la nuit est vue comme une chose malsaine et même détestable. C'est un ordre religieux extrêmement strict et aucune déviation n'est acceptée sous risque d'être vue comme un hérétique. Léona et Diana ont grandi ensemble dans cette culture. Léona était entièrement dévouée à l'amour du soleil, mais Diana, elle, se posait beaucoup de questions sur ses apprentissages. Et quand les érudits Solari ont refusé de lui apporter des réponses, elle est partie au sommet du mont Targon pour les trouver. Son amour pour Diana a poussé Léona à la suivre pour la sauver de l'hérésie. Et quand elles sont arrivées au sommet, elles ont toutes les deux été choisies pour devenir les manifestations de la lune et du soleil. Submergées par ce nouveau pouvoir, Léona et Diana ont presque perdu le contrôle et se sont livrées une bataille titanesque avant de s'enfuir chacune de leur côté. Léona est devenue la nouvelle chef des Solari et Diana est partie pour reconstruire l'ordre perdu des Lunari. A l'inverse des Solari, les Lunari vénèrent donc la lune. Ils pensent que la lumière qu'elle offre vient en compensation de la lumière du soleil pour offrir un équilibre au monde. Pendant longtemps, l'ordre religieux des Lunari avait disparu, ainsi que leurs temples et textes sacrés, mais depuis que Diana est devenue la manifestation de la lune, elle mène une croisade pour retrouver les adorateurs de la lune à travers Targon et leur offrir sa protection contre la persécution des Solari. La troisième faction qu'on pourra retrouver est menée par Atreus et s'oppose entièrement aux dieux, transfigurés et entités surpuissantes en tout genre. Pour lui, les humains, par leur courage, volonté et résilience, sont bien plus extraordinaires que les dieux. Atreus a autrefois été le réceptacle du dieu de la guerre Panthéon, qui avait entièrement pris le contrôle de son corps pour mener ses propres batailles. Et ce n'est qu'après que Atrox ait vaincu Panthéon et littéralement tué le dieu de la guerre, qu'Atreus a retrouvé son corps. C'est à ce moment-là qu'Atreus a compris que tous ces êtres considérés supérieurs se servent simplement des humains comme pions. Et il a juré de s'opposer aux manifestations, aux transfigurés, aux démons et à toute autre entité surnaturelle dont la puissance ne peut être que destructrice. Il a notamment affronté Xerath quand il a tenté de prendre le contrôle des ruines de Ner Immazet dans l'histoire pour ceux qui sont tombés. Et plus récemment, il est allé affronter Léona. La raison étant que la guerre entre les Solari et les Lunari s'est aggravée. Les Solari tuent tous ceux qu'ils suspectent d'être des Lunari, mais aussi ceux qui sont suspectés d'en héberger. L'histoire de Panthéon/Atreus est passionnante, et j'ai prévu de faire une vidéo détaillée à propos de lui bientôt, alors pensez à vous abonner pour ne pas la rater. Pour le MMO, on se retrouve donc avec ces 3 factions. Les Lunari avec Diana, les Solari avec Léona, et les anti-dieux avec Atreus. Et du coup, niveau stuff, on sera vraiment bien servi. Entre les superbes armures dorées à l'image du soleil, les magnifiques armures argentées de la lune et les vêtements cosmiques d'Atreus, on va se régaler. En plus d'être le terrain de jeu des dieux, Targon est également une région remplie d'une faune fascinante. Dans les plaines, il y a les Erbocs, les Ibiques, les Tamous et les Bolors, qui ont tous des fourrures épaisses pour survivre les températures basses de la région. Il y a également les bouquetins de cristal qui servent comme monture pour grimper la montagne, et les Zeebles qui sont des espèces de furets volants. On a également des golems comme la sentinelle bleue, le blue buff pour les intimes, ou même des morceaux de montagne vivantes comme Pierre, le entre guillemets fils de Malphite et guide de montagne de la région. Un peu plus gros comme montagne vivante, on a l'élémentaire de terre ou encore le brise-pierre. À voir si ceux-là seront canons dans le MMO parce qu'ils sont vachement fat quand même. Après, au fur et à mesure qu'on s'approche des sommets, la faune devient plus magique et spectaculaire, je dirais. On a des chiens cosmiques, des tigres cosmiques, des pégases cosmiques et des dragons cosmiques. L'ascension du mont Targon sera certainement un donjon ou un raid de très haut niveau qu'on pourra faire dans le jeu. Et ces êtres sont un petit exemple du genre de défi qu'on aura à surmonter pour atteindre son sommet.
Tout en haut, on pourra retrouver le juge du sommet, qui évalue l'esprit du grimpeur pour déterminer s'il mérite le pouvoir des dieux. Un enchantement ou un coffre au trésor cosmique peut-être. Évidemment, lié au mont Targon, on a Aurelion Sol. Mais lui, son but, c'est d'attendre que sa couronne se brise pour qu'il puisse enfin se venger des manifestations qui l'ont emprisonné, et détruire Runeterra. Peut-être qu'on aura une quête ou un donjon pour réparer sa couronne et l'empêcher de se libérer. Mais vu qu'il peut désintégrer des montagnes avec un éternuement, j'ai moyennement envie de faire quelque chose qui risque de le mettre en colère encore plus. La seule personne qu'Aurelion Sol tolère un peu, c'est Zoé, la manifestation du crépuscule. Et elle, c'est un autre personnage comme Zilean qui ouvre une porte sur le voyage temporel. En fait, Zoé est une des manifestations les plus fortes de Runeterra et peut se balader comme bon lui semble à travers l'espace-temps grâce à ses portails. Elle a observé la guerre runique, la montée en puissance puis la défaite de Mordekaiser, la ruine de Viego, et grâce à elle, on pourra sûrement explorer des zones ou époques de Runeterra qui n'ont pas encore été dévoilées. Dans le même genre, il y a également Bard, qui est, mine de rien, une entité cosmique extrêmement puissante. Lui aussi peut créer des portails magiques, et peut-être qu'il nous enverra en quête pour retrouver ses MIP à travers l'univers, ou même dans des univers parallèles. Ce serait une excellente façon pour Riot de faire des événements spéciaux qui nous permettraient de découvrir les univers alternatifs, comme le Blood Moon, Dragon Slayer ou Star Guardian dont ils sont si friands. Certains de ces univers sont quand même vachement cool. Voilà ce qu'il en est pour le continent de Shurima. Mon prochain et dernier guide des régions sera consacré à Ionia, Bilgewater, les îles obscures et Camavor. Et dernière petite information avant de vous quitter, je vais bientôt ouvrir un serveur Minecraft avec la map de Runeterra. Le monde est déjà fait, mais ce sera à nous de construire les différentes villes qui s'y trouvent. Toutes les infos là-dessus seront bientôt dispo sur mon serveur Discord, dont le lien se trouve dans les descriptions de la vidéo. Si vous voulez participer, c'est par là que ça se passe. Allez, à bientôt!